Bonjour et bienvenue sur Algomius. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des structures conditionnelles en Python et nous allons, par ce biais-là, justement, voir comment rendre nos programmes un petit peu plus flexibles. Avant de connaître les structures conditionnelles, malheureusement, notre programme était assez figé, c'est-à-dire qu'on écrivait une série d'instructions, on commençait par la première, puis la deuxième, puis la troisième, et on arrivait comme ça à la fin de notre programme. Bon, c'était assez fade en fait, et puis c'était pas du tout flexible, c'est-à-dire que notre programme faisait les choses bien, il faisait ce qu'on lui avait demandé, mais par contre en fait il ne pouvait pas gérer deux problèmes différents. Sans structure conditionnelle, si vous avez deux problèmes à régler, vous êtes obligé de faire deux programmes différents qui s'occupent chacun d'un problème. Avec la structure conditionnelle, on va en fait arriver à ajouter de la flexibilité dans notre programme, on va pouvoir réagir en fait à des conditions. Si je suis dans telle condition, je vais faire quelque chose. Si je n'y suis pas, je vais faire autre chose. Et cette alternative, en fait, va nous permettre d'avoir deux chemins différents. On va essayer de créer, en fait, des carrefours qui vont nous permettre d'aller dans une direction ou dans une autre, suivant le cas qui se présente à nous. C'est quelque chose qui est pratiquement une structure de base, mais qui est énormément utilisé en programmation pour, justement, pouvoir faire des choses différentes dans le même programme. Ça nous fait gagner du temps énormément, puisque plus un programme gère de cas différents et sait se dépatouiller avec, et bien moins nous avons de programmes différents à écrire, et surtout à maintenir et à faire évoluer. Donc c'est une très bonne pratique, c'est quelque chose de très répandu, et je vous propose en fait de voir un petit peu comment ça marche en Python. Alors dans cette vidéo, nous allons commencer par parler de la structure conditionnelle évidemment, mais nous allons aussi parler de tous les éléments en fait qui gravitent autour. Nous allons parler par exemple des variables booléennes, variables un petit peu spéciales qui peuvent valoir ou vrai ou faux, et nous allons voir qu'elles sont à la base des valeurs des conditions de nos structures conditionnelles. Nous allons commencer par créer des conditions simples, et puis ces conditions simples vont évoluer vers des cas plus complexes. Pour les faire évoluer, nous allons avoir besoin d'opérateurs de comparaison par exemple, mais aussi d'opérateurs booléens. Les opérateurs booléens sont des opérateurs que l'on peut placer entre deux valeurs booléennes ou entre deux conditions et qui permettent justement bien de juxtaposer ces conditions et de les évaluer ensemble. Par exemple, je veux faire quelque chose seulement si trois conditions sont vraies. Donc il faut que ces trois conditions soient réunies pour que je fasse quelque chose. Je ne suis pas seulement sur une condition, mais il faut que les trois soient vraies. Et puis, naturellement, nous allons agrémenter toutes les notions que nous allons voir par des programmes Python directement. Je vais utiliser Jupyter Notebook, donc si vous n'avez pas Jupyter Notebook, n'hésitez pas à repasser vers la vidéo d'installation de Python où je vous présente comment installer Jupyter Notebook et Visual Studio Code et l'extension de Jupyter Notebook dans Visual Studio Code. Comme ça, vous aurez un environnement de développement complet. Je vous encourage aussi à prendre directement le notebook qui est dans la description de cette vidéo en dessous. Vous allez retomber sur un répertoire GitLab dans lequel il y a deux notebooks. Un notebook vide, c'est-à-dire que c'est un notebook vide qui va vous permettre de suivre les exemples avec moi et de les faire en même temps que moi. Et vous avez un notebook non vide qui contient tous les exemples qui seront vus au travers de cette vidéo. Voilà. Donc comme ça, j'espère rendre l'expérience un petit peu plus interactive. Vous allez pouvoir suivre avec moi tout ce que l'on fait et vous allez pouvoir pas à pas essayer de voir si vous arrivez à construire les exemples. Allez, on ouvre tout ça, un petit VS Code, et on se lance. Alors je vous propose donc de nous intéresser aux structures conditionnelles et de voir toutes les formes qu'elles peuvent prendre. Alors une structure conditionnelle, c'est quoi? Au début, il faut savoir que ça sert en fait à un programme de faire un choix. Alors l'ordinateur ne fait pas vraiment un choix, c'est pas lui qui a une conscience, une émotion, une intelligence. Non, en fait, c'est le développeur qui va lui aider à faire un choix. C'est-à-dire en fait que l'ordinateur va arriver à évaluer une expression. Si elle est vraie, il fait quelque chose. Si elle est fausse, il fait autre chose. Mais l'expression, c'est le développeur qui va devoir la mettre en place. Ok. Alors à quoi ça va nous servir? Eh bien, sans cette structure de choix, tous les programmes feraient exactement la même chose. Ils commenceraient à faire l'instruction 1, ils auraient fini, ils feraient l'instruction 2, ils auraient fini, ils feraient l'instruction 3, et ils iraient comme ça, en fait, de haut en bas dans le programme, jusqu'à arriver à la dernière instruction et terminer le programme. À aucun moment donné, je pourrais avoir deux variantes, en fait. Et, en fait, cette variante, on en a besoin. Alors, où est-ce qu'on la retrouve, par exemple, concrètement? Si jamais, par exemple, vous suivez une recette de cuisine d'un gâteau, vous pourriez très bien imaginer que la recette, en fait, de base, est commune à tous les gâteaux. Et quand vous arrivez à la fin de la recette, on vous dit, voilà, si vous aimez beaucoup le chocolat, vous rajoutez un peu de chocolat. Si vous préférez le citron, vous rajoutez du citron. Et vous rajoutez, en fait, l'ingrédient
qui vous plaît selon le choix que vous aurez fait. L'idée elle est un petit peu pareille ici en programmation, on va permettre en fait de faire certaines instructions ou de ne pas les faire en fonction de la condition en fait dans laquelle on est. Ça veut dire que la structure conditionnelle s'appuie sur une condition. Alors une condition, qu'est-ce que c'est? C'est simplement une expression que je peux évaluer à vrai ou faux. Alors l'ordinateur, lui, il est toujours binaire, hein. Soit c'est 0, soit c'est 1, soit c'est vrai, soit c'est faux. Il n'arrive pas à gérer la nuance, donc pour lui, il faut vraiment qu'il sache que si c'est vrai ou si c'est faux. Ok. Donc on va essayer de passer tout d'un coup d'un programme un petit peu figé à quelque chose où on va pouvoir faire des choix et avoir des alternatives dedans. Alors par exemple, ici, j'ai un petit exemple, s'il pleut, alors je prends un parapluie, et dans tous les cas, en fait, je sors de chez moi. Ça veut dire que s'il ne pleut pas, je prends pas le parapluie, mais je sors quand même, et s'il pleut, eh bien je vais prendre mon parapluie et je vais sortir. Donc ça, en fait, ça va nous permettre de comprendre, en fait, par quels sont les mots-clés qui vont nous permettre de délimiter notre structure conditionnelle. La première, il faut que je dise que cette structure conditionnelle débute. C'est le cas du si. C'est pour ça qu'on appelle une structure conditionnelle également une structure si, alors, sinon. Si va introduire notre structure conditionnelle. Si en anglais se dit if, c'est pour ça que vous allez retrouver dans la plupart des langages de programmation votre if. Ensuite, ce si est suivi d'une condition. Qu'est-ce qui doit être vrai ou faux pour exécuter une liste d'instructions? Conditions qui doivent être vraies ou fausses. Ensuite, je dois marquer la fin de cette condition. C'est mon alors. Et alors, tout simplement, qu'est-ce qui va suivre le alors? Eh bien, ce sont les instructions qui vont se dérouler si jamais la condition est vraie, dans mon cas, s'il pleut. Ok. Par contre, il faut que j'arrive aussi à marquer la fin de la structure conditionnelle, c'est-à-dire à quel moment elle s'arrête. Pourquoi je dois faire ça? Eh bien, je dois savoir, à partir d'un moment, si je suis toujours encore dans la branche qui est concernée par la condition, ou si maintenant je suis de nouveau dans les instructions que le programme doit exécuter, peu importe le choix qui a été fait. Donc il faut que je puisse démarrer ma structure conditionnelle, mais il faut que je puisse aussi la terminer. Alors ici en algorithmie, on l'a appelé fin si. On va voir que dans nos exemples Python, c'est l'indentation qui va jouer ce rôle en fait, qui va nous permettre de savoir qu'une structure conditionnelle est terminée. Alors, on l'a vu, la structure conditionnelle repose principalement sur une expression que je peux évaluer à vrai ou faux, que l'on a appelée une condition. Alors cette valeur de vrai ou faux, on va la retrouver énormément en programmation et en informatique en général. Et une variable qui peut valoir que vrai ou faux, on appelle ça en fait une variable booléenne. Alors on ne retrouve pas ça qu'en informatique, on le retrouve également en électronique. Quand vous avez par exemple les portes logiques, les portes OU, les portes ET, ça repose aussi un petit peu sur ces éléments-là. Alors pourquoi est-ce qu'on appelle ça des valeurs booléennes? Eh bien tout simplement parce qu'elles sont attribuées au mathématicien britannique George Boole, donc mathématicien du 19e siècle, qui est considéré comme le père de la logique, c'est-à-dire que c'est lui qui a commencé à essayer de formaliser en fait en langage mathématique des expressions qui étaient exprimées dans un langage comme l'anglais ou comme le français. Ok. Donc, George Boole, au 19e siècle, ne travaillait pas sur des ordinateurs, à la limite il y avait des calculatrices mécaniques, mais on n'était pas encore au niveau de l'ordinateur. Lui, ce qu'il essayait de faire, en fait, c'était de créer une logique mathématique qui nous permette de répondre justement à des problématiques de logique. Voilà. Et donc on a gardé les variables booléennes viennent de son nom, donc George Boole. On a retrouvé cette application bien plus tard dans l'informatique, puisqu'effectivement, comme l'ordinateur n'échange des informations que par courant qui passe dans des câbles, eh bien le fait de représenter un câble avec du courant qui passe, un câble avec du courant qui ne passe pas, on retrouve bien cette logique-là, je ne peux faire passer que deux informations par un câble, soit j'envoie quelque chose dedans, soit je n'envoie rien. Soit j'envoie vrai, soit j'envoie faux. Donc c'est effectivement la logique de George Boole, eh bien on a pu l'appliquer à l'informatique, hein. C'est pour ça qu'on retrouve par exemple l'algèbre de Boole, c'est un des chapitres que l'on voit souvent en mathématiques dans les formations liées à l'informatique. Alors ce qu'il faut faire attention maintenant, c'est que dans des langages de programmation comme Python, il ne faut pas confondre la valeur booléenne true, alors true c'est vrai en anglais, avec la chaîne de caractères true. Effectivement, true sans les double cotes est une valeur booléenne, alors que true avec double cote est une chaîne de caractères, c'est donc un mot qui contient un T majuscule, un R, un U et un E. Python considère en fait que ces deux
valeurs, en fait, sont complètement différentes et n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Elles n'ont pas le même type et elles n'ont pas la même valeur. Ok. Alors, je vous propose de regarder un petit peu comment ça marche en Python et on va déclarer nos premiers booléens. Alors, si vous voulez suivre avec moi cette vidéo, vous pouvez récupérer le fichier condition vide IPYNB. Alors IPYNB, c'est quoi? C'est tout simplement un Jupyter Notebook. Si jamais vous avez besoin d'installer Jupyter Notebook sous VS Code, ce que j'ai fait chez moi, il y a une vidéo d'installation qui est prête. Si vous voulez récupérer ce fichier-là, il est dans la description sous la vidéo. Il y a un lien vers un répertoire GitHub, et dans le répertoire GitHub, vous allez retrouver le fichier condition vide, celui que j'ai devant moi, et j'ai aussi le fichier condition qui contient tous les exemples déjà à l'intérieur. Donc si vous voulez suivre en même temps que moi, prenez le vide et vous pourrez suivre la vidéo et son déroulé. Alors ce que je vais faire déjà, je vais commencer par déclarer une variable booléenne. Alors par exemple, je déclare var booléenne, par exemple comme ça, et je vais dire que dedans je vais mettre une des valeurs. Par exemple, je vais mettre la valeur vraie, la valeur true. Alors attention, quand vous parlez de booléen en Python, la majuscule de true, en fait, elle est très importante. Vous voyez ici, il l'a reconnu, il l'a mis en bleu foncé, donc il reconnaît bien cette valeur booléenne. Si j'avais mis un T majuscule, vous voyez qu'il reste en blanc, il est souligné de jaune. Python ne sait absolument pas de quoi je parle. Et si jamais j'essaie de lancer Python comme ceci, il va me dire, voilà, name true is not defined. Donc il ne connaît pas la valeur true. Par contre, il connaît parfaitement la valeur true, T majuscule, ça, il n'y a aucun problème. De même, false, pareil, si je veux la valeur false, j'ai intérêt effectivement à mettre un F majuscule. Ok. Alors regardons un petit peu ce que fait Python au niveau des types. Quel est le type finalement de ma variable booléenne? Est-ce que je vais retrouver booléen, est-ce qu'un type a été créé, ou comme dans d'innombrables langages, est-ce que le booléen n'est pas juste un alias en fait sur un entier? Alors on voit qu'en Python, en fait, le type ici est bien bool, booléen. Donc en fait, il y a bien un type booléen qui existe en Python. Okay, c'est pas juste un alias sur les entiers, par exemple, comme on peut le retrouver. Alors, sur les entiers, on va retrouver ces mêmes valeurs également. On sait que dans la plupart des langages de programmation, 0 veut dire faux et n'importe quel autre nombre veut dire vrai. On va retrouver aussi des correspondances là-dessus dans les booléens, avec par exemple les chaînes de caractères vides, chaînes de caractères pleines, liste vide, liste pleine, mais je laisse ça pour l'instant de côté, on va voir chaque chose en son temps. Ok, donc on a bien quelque chose de booléen. Ok, et donc il faut bien utiliser la majuscule pour bien que Python comprenne que je suis sur la valeur booléenne true ou la valeur booléenne false. Autre chose, si maintenant en fait je crée une autre valeur en fait et je mets true mais cette fois-ci entre double cotes, vous voyez qu'encore une fois ma coloration syntaxique change. Lorsque la valeur booléenne est normale, en fait, c'est colorié en bleu. Quand ça se colorie en orange, espèce de rouge brique, eh bien tout simplement ça veut dire que Python a détecté une chaîne de caractères. Et donc ici mon A n'est pas la valeur booléenne true, mais est la chaîne de caractères true, c'est-à-dire en fait un mot constitué de 4 lettres T-R-U-E, mais qui n'a absolument pas de table de vérité, qui ne vaut absolument pas vrai, ou qui ne vaut absolument pas faux. Pour m'en persuader, je vais prendre le type de A, regardez ce qu'il y a à l'intérieur, et vous voyez que B c'est du str, string, donc chaîne de caractères. Donc là, on est sur deux variables qui ont des types complètement différents, en fait, et je vais avoir du mal, en fait, à les comparer entre eux. Voilà. Donc, simple petite précision pour ce type booléen, qui me paraissait intéressant, et donc, en fait, ça évitera les confusions quand on utilisera ce genre de type. Nous allons voir maintenant les opérateurs de comparaison. Alors ce sont des opérateurs qui vont nous permettre justement de comparer plusieurs valeurs entre elles. Est-ce que deux valeurs sont égales? Est-ce que deux valeurs sont différentes? Est-ce qu'il y en a une plus grande ou plus petite qu'une autre? Tous ces opérateurs-là existent et vont nous permettre de construire des conditions. Je rappelle toujours que le but pour nous, c'est de créer une expression, donc une expression qui peut être évaluée soit à vrai, soit à faux. C'est les seules expressions qui peuvent entrer en jeu dans une structure conditionnelle. Alors, les opérateurs les plus utilisés sont simplement ceux que j'ai mis sur ce slide. On a un opérateur d'égalité qui est composé de 2 égales. Alors, pourquoi il est composé de 2 égales? Tout simplement parce que nous avons vu à l'instant que le simple égal, ici, que j'ai utilisé, c'est l'opérateur d'affectation. Simple égal, ça veut dire je prends une valeur et je le mets quelque part en mémoire dans une variable.
Donc je ne peux pas utiliser le même signe pour comparer deux choses et pour affecter une chose à une variable. Donc Python en fait est parti sur le principe que l'égalité, essayer de tester si deux valeurs sont égales, je vais tout simplement mettre 2 égales. La différence s'écrit point d'exclamation égal. Donc essayez de voir si deux éléments sont différents. Et ensuite, on a des opérateurs qui sont un petit peu plus connus puisqu'on les utilise en mathématiques. L'opérateur plus petit ou l'opérateur plus petit ou égal. L'opérateur plus grand ou l'opérateur plus grand ou égal. Alors c'est très facile, hein, on juxtapose simplement le égal en fait et on transforme un plus petit en plus petit ou égal. Hein. C'est pas la peine d'avoir le signe mathématique en fait où la barre du bas est doublée, hein, ce que nous n'avons pas sur le clavier et qui serait un petit peu pénible à taper. Donc tout simplement on va rester dans cette optique-là. Si on rajoute un égal derrière le signe supérieur ou inférieur, on admet aussi que l'égalité entre les deux résultats est possible. Voilà. Tous les résultats de ces différents tests eh bien, sont des valeurs booléennes, c'est-à-dire à chaque fois, est-ce que j'ai égalité? Oui, j'ai égalité. Non, j'ai pas égalité. Est-ce qu'il est plus grand? Oui, il est plus grand. Non, il n'est pas plus grand. Vous voyez que le résultat de tous ces tests, eh bien, c'est une valeur booléenne que je vais pouvoir tester. Et je vais pouvoir construire une structure conditionnelle autour de ce test. Alors, je vous propose, pareil, de vérifier un petit peu comment ça fonctionne. Hop. Et on va se jouer un petit peu avec les opérateurs. Ok. Alors, on va essayer de prendre, par exemple, on va essayer de mettre en exergue un petit peu tout ce qui est égalité et inégalité. Alors, par exemple, je vais dire, voilà, est-ce que 67, par exemple, c'est égal à 47? Alors, je sais déjà que la réponse sera fausse, mais vous voyez que Python est en fait arrivé à me l'analyser. Effectivement, 47, c'est pas 67. Alors, 67 et 67, ça, par contre, les deux sont égaux, et je vais récupérer true. Ça marche. Donc je peux comparer en fait les éléments entre eux. Si jamais je voulais vraiment comparer, si je voulais vraiment que deux valeurs soient différentes, j'utiliserais tout simplement le point d'exclamation égal et je dirais par exemple que 67 est différent de 42. Et donc là, c'est tout à fait vrai. 67 et 42 ne sont pas la même valeur, ils sont donc différents. Ok. Maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est ce test, pour l'instant, j'ai juste évalué tout simplement dans mon notebook, mais je pourrais aussi en fait stocker ce test dans une variable. C'est-à-dire que le résultat de ce test, je pourrais le stocker dans une variable. Et donc maintenant, cette variable, eh bien, elle récupérait le résultat du test, ce serait une variable booléenne qui vaudrait true. On peut s'en convaincre, hein, il suffit de regarder le type de V, et le type de V est effectivement du booléen. Ok. Donc si je fais un test, le résultat de ce test peut être stocké dans une variable, et cette variable, en fait, je peux l'exploiter. Je peux la lire, je peux l'utiliser pour quelque chose, je pourrais l'utiliser aussi pour une structure conditionnelle un petit peu plus tard. Alors qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut, là pour l'instant j'ai comparé des nombres, mais on pourrait aussi comparer des chaînes de caractères, et on pourrait même comparer des booléens entre eux. En fait, je peux comparer beaucoup de choses. Alors par exemple, imaginons que je vais comparer quelque chose qui peut paraître un petit peu surprenant, mais par exemple, imaginons que je compare 99 et 100. Ok, on est d'accord que 99 c'est plus petit que 100. Oui, mais c'est plus petit en termes de nombre, c'est-à-dire que le nombre 99 est plus petit que le nombre 100. Que se passe-t-il maintenant si jamais je rajoute juste des double cotes et que je transforme 99 non plus en nombre, mais en chaîne de caractères qui contient 9, et 100, ce n'est plus du coup la valeur 100, mais c'est tout simplement une chaîne de caractères qui contient 1, 0, 0. Et bien si j'exécute ce test, eh bien j'ai false. Alors pourquoi j'ai false? Eh bien tout simplement parce que quand vous comparez deux nombres, en fait, vous comparez la quantité que représentent ces nombres, mais par contre quand vous comparez deux chaînes de caractères, en fait c'est l'ordre alphabétique qui compte. Et on dit qu'une chaîne est avant une autre lorsqu'elle est avant la chaîne dans l'ordre alphabétique. Et là, effectivement, ce que j'ai dit, est-ce que 99 est plus petit que 100? Alors si je veux regarder par ordre alphabétique, eh bien je regarde le premier élément qui est 9, je regarde le premier élément de la deuxième chaîne qui est 1, et je m'aperçois en fait que 1 est après 9 dans l'alphabet. Et donc effectivement, c'est pour cela que 99 chaînes de caractères n'est pas plus petit que 100 chaînes de caractères. Donc ça, il faut faire attention, hein. Des fois vous avez les bonnes valeurs, mais vous n'avez pas le bon type,
Et le fait de ne pas avoir le bon type, eh bien ça peut vous donner en fait des tests erronés par rapport à ce que vous cherchez. Donc faites attention, si jamais vous avez un test qui ne vous ramène pas la bonne valeur, peut-être en fait que vous n'êtes pas en train de comparer deux nombres, mais vous êtes en train de comparer deux chaînes de caractères. Et comment je fais pour comparer de nouveau deux nombres? Eh bien je vais tout simplement les transformer avec une fonction qu'on a déjà vue, qui est une fonction de transtypage qui permet de transformer une chaîne de caractères en entier. Et donc en fait je transforme les deux chaînes de caractères en entier, et ma comparaison maintenant se fait sur les entiers. Et donc de nouveau, l'entier 99 est plus petit que l'entier 100. Voilà, donc attention, ça peut être un petit peu piégeux, surtout quand on démarre. Hein. Ok, qu'est-ce que je peux faire? Je peux aussi tester des valeurs booléennes. Est-ce que true c'est égal à false? Alors évidemment que non, ça va être faux. Est-ce que true c'est différent de false? Là, cette fois-ci, ça va être oui, ça va être le cas. Donc ça, c'est des choses que je peux aussi mettre en place. Je peux comparer des chaînes de caractères, je peux comparer des nombres, à virgule ou non, je peux comparer des valeurs booléennes. Ok. Alors qu'est-ce qui va se passer si jamais je compare maintenant deux valeurs qui ne sont pas censées être comparées? Par exemple, je cherche quelque chose de complètement idiot, hein, mais est-ce que coucou, par exemple, est inférieur à 5? Est-ce que coucou est inférieur à 5? Je lance, et je m'aperçois en fait que j'ai une erreur. Pourquoi j'ai une erreur? Parce qu'en fait, Python se trouve un petit peu dépourvu. Il se dit, voilà, on m'a demandé de comparer une chaîne de caractères et un entier, et je ne sais absolument pas comment comparer ces deux choses. Pour moi, c'est deux choses complètement différentes. J'ai pas de règle qui me permette de comparer une chaîne de caractères et un entier, et donc en fait, il s'arrête en me disant, vous voyez, type error, l'opération inférieure n'est not supported, c'est-à-dire n'existe pas, ou ne peut pas être mise en place, entre deux objets dont l'un est str, donc string, et l'autre est int, integer, entier. J'ai pas de règle, je sais pas. Je peux pas dire si 5 est supérieur ou inférieur à coucou, j'ai pas de règle en fait qui me permettent de le dire. Voilà. Donc vous voyez en fait qu'il m'aide pas mal quand même. C'est assez intéressant puisqu'il me donne pas mal de choses là-dessus. Alors évidemment, pour l'instant, j'ai comparé des valeurs fixes, mais si des variables contiennent ces valeurs, évidemment, je peux les comparer aussi. Imaginons par exemple que j'ai une valeur qui contienne 47 et une deuxième variable qui contient par exemple 67. Et je veux voir si le contenu de var1 est égal au contenu de var2. Là, les deux sont des entiers, je vais récupérer leur valeur en mémoire, je vais lancer, et vous voyez que je récupère false. False qui veut donc dire, bah non, 47 c'est pas égal à 67, donc ici j'ai false. Si maintenant je mets 67 dans var1 et 67 dans var2, je vais avoir true. Les deux valeurs, en fait, des deux variables sont cette fois-ci identiques. Donc vous voyez qu'en fait on peut faire énormément de comparaisons avec ces différents opérateurs, et c'est quelque chose qui va nous permettre de créer des conditions assez complexes. Voilà. Je descends, on va passer aux opérateurs booléens. Alors les opérateurs booléens vont nous permettre en fait de créer, encore une fois, des conditions complexes. C'est-à-dire que je vais maintenant pouvoir, si vous voulez, avoir plusieurs conditions et les relier par un opérateur. C'est-à-dire que je ne veux pas seulement que ça ce soit vrai, mais je veux aussi que ça ce soit vrai et que ça ce soit vrai. Et donc je vais essayer de mêler trois conditions. En informatique, classiquement, on utilise trois opérateurs booléens. Et ces trois opérateurs booléens, on les retrouve en informatique, mais on les retrouve aussi parfois en électronique. Ce sont les opérateurs et, AND, le et logique, l'opérateur OR, le OU logique, et l'opérateur NOT, le non logique. Alors il y a d'autres opérateurs en mathématiques, hein, je pense par exemple à l'équivalence par exemple, ou en électronique, vous parlez peut-être plutôt du OU exclusif par exemple. Mais en fait, ces trois opérateurs qu'on utilise en programmation, le et, le OU et le NOT, sont les trois seuls opérateurs qui suffisent parce qu'en fait, tous les autres opérateurs peuvent s'écrire en fait en fonction de ces trois-là. Donc j'ai pas forcément besoin d'autres opérateurs, hein, et si j'en ai besoin, je pourrais combiner ces trois-là pour arriver à les faire. Alors ces trois opérateurs ont des tables de vérité, évidemment. Alors le et va se mettre entre deux conditions, condition 1 et condition 2, et la condition globale avec le et n'est vraie que si la condition 1 est vraie et que la condition 2 est vraie aussi. Si ces deux-là sont vrais, la condition avec le et est vraie. S'il y en a une des deux qui n'est pas vraie,
évidemment la condition n'est pas bonne, et si les deux conditions sont fausses, encore une fois, la condition avec le et n'est pas bonne. Ce qui nous donne la table de vérité, A et B n'est vrai que si A est vrai et que B est vrai. Pour le OU logique, on est sur un opérateur un petit peu différent. Ici, c'est pas la peine que les deux conditions soient vraies, une seule en fait suffit. Et donc ça veut dire que A ou B est vrai si A est vrai, c'est vrai aussi si B est vrai, et c'est naturellement vrai si A et B sont vrais. Donc le seul moment où A ou B est faux, c'est quand A est faux et que B est faux. Voilà, c'est le seul moment. Enfin, le dernier opérateur, l'opérateur non, est tout simplement un opérateur qui inverse la valeur de vérité d'une variable booléenne. C'est-à-dire que si A est faux, non A devient vrai. Si A est vrai, non A devient faux. On inverse juste la valeur. Et donc, ce qui est intéressant de noter sur cette négation, en fait, sur cet opérateur non, c'est que si vous appliquez 2 fois de suite la négation, vous retrouvez l'expression dont vous êtes parti. C'est-à-dire que si A est vrai, non A est faux, mais non A est de nouveau vrai, donc à nouveau la valeur de A. Voilà. Donc, on a ces opérateurs-là qui peuvent nous aider à construire, en fait, des éléments un petit peu plus, des conditions un petit peu plus complexes, de pouvoir exprimer plusieurs conditions, en fait, en même temps. Alors, imaginons, par exemple, on va en utiliser quelques-uns, on peut retrouver, si jamais vous avez perdu un petit peu les tables de vérité de ces différents opérateurs, vous pouvez naturellement les retrouver. Par exemple, moi j'avais dit que pour que un opérateur, qu'avec l'opération et soit vrai, il faut que ce qui est à gauche du et ce qui est à droite du et soient vrai tous les deux. Donc true et true, ça va donner false. À partir du moment où vous en avez qu'un des deux qui est false, eh bien false et true va me donner false. Ok, je suis vraiment obligé d'avoir les deux. Ok. Or, on avait vu le or aussi. Or, bah, s'il y en a un des deux, qui est vrai, ça suffit pour que ce soit vrai. Alors, j'ai pas insisté hein, trop sur Jupyter Notebook, mais en fait, Jupyter Notebook, quand vous écrivez des expressions à évaluer, ça vous donne que la dernière expression à évaluer. Toutes les autres sont enlevées. Hein. C'est vraiment une commodité parce que ça permet en fait de travailler de manière incrémentale. Vous cherchez toujours en fait à corriger la dernière expression et il n'y a que celle-là dont vous avez le résultat. C'est quelque chose que j'aime beaucoup hein, dans Jupyter Notebook et j'en profite énormément. Donc le true qui est ici, c'est l'évaluation de la dernière expression, donc c'est bien celle-là. Celle-là en fait, c'est pas la dernière, donc en fait son résultat n'apparaît pas. Si je veux la faire apparaître, il faut que je passe par un print. Donc avec un or, true et false, or false donne true, c'est-à-dire qu'un seul vrai suffit. La seule manière en fait d'avoir un false avec un or, c'est effectivement quand les deux opérandes sont à false. Ok. Et donc l'opérateur not, bah, comment il marche? C'est tout simplement un inverseur, c'est-à-dire que not true, bah, c'est false, et évidemment not false, bah, c'est true. Ok. Et donc effectivement, si vous avez not false, bah, not false c'est true, not true c'est false, donc effectivement vous retombez sur l'expression que vous aviez au départ. Donc en fait, deux négations s'annulent. Hein. C'est comme si par exemple je vous dis je vous interdis de ne pas faire vos devoirs, bah, en fait vous devez faire vos devoirs, puisque je vous interdis de ne pas faire. Les deux négations en fait ramènent de nouveau à une phrase affirmative. Ok, alors ça on peut le voir là-dedans. Donc là j'ai fait que avec des true et des false. On pourrait faire une condition un petit peu plus complexe pour montrer comment ça marche. Voilà, je vais prendre par exemple une variable a dans laquelle je vais mettre 2. Et je vais accepter deux conditions, soit a plus a est égal à 4, ou alors a plus a est égal à 6. Et ça c'est vrai. Alors pourquoi c'est vrai? Bah, tout simplement, a plus a est égal à 4, or a plus a est égal à 6, ça veut dire que si une des deux expressions est vraie, alors l'expression complète est vraie. Okay, et comme a égale à 2, ben 2 plus 2 ça fait 4, ça veut dire que l'expression de gauche est vraie, et donc en fait, j'ai comme ça validé mon or. Je ne suis pas obligé de faire en sorte que les deux soient vrais, mais je l'affiche comme ça. Alors si je prends un exemple concret, imaginons que je cherche tous les gens âgés, par exemple, de 18 à 67 ans. Alors par exemple, celui-là,
dans l'âge, je vais mettre 42, et je vais essayer de vérifier, est-ce que l'âge est supérieur ou égal à 18, et en même temps, est-ce que l'âge est inférieur ou égal à 67? Ok, voilà, je vais le lancer, true, ça veut dire effectivement que l'âge est bien compris entre 18 et 67. Si j'avais quelqu'un de trop jeune, j'aurais false, voilà, et si j'avais quelqu'un de plus âgé, eh bien, j'aurais false aussi. Donc vous voyez bien que cette fois-ci, j'ai un AND. Le AND vérifie bien, en fait, la présence de la borne min. Il faut que ce soit supérieur à 18, mais aussi, il faut que ce soit aussi inférieur à 67. Donc c'est bien cette fois-ci les deux conditions qui doivent être regroupées pour valider, en fait, ma condition. Ok. Alors je vais juste parler aussi un petit peu des lois de De Morgan. Alors De Morgan est un contemporain de George Boole, hein, pareil, c'est 19e siècle, donc 1806-1871, Auguste De Morgan. Lui aussi a fait pas mal de travaux sur la logique et sur les équivalences, et il y a les lois de De Morgan, qu'il a d'ailleurs énoncées, que nous utilisons encore en fait quand nous construisons des conditions. Et on peut essayer de retrouver avec les lois de De Morgan en fait des équivalences sur les conditions. Alors qu'est-ce qu'il nous dit De Morgan? Il nous dit tout simplement qu'il a trouvé des équivalences sur la négation d'un opérateur et. Il a dit que non A et B est égal en fait à non A ou non B. Alors comme ça, l'énoncé comme ça, c'est un petit peu bizarre, parce qu'effectivement, on se rend compte que le nom de toute l'expression, en fait, ça revient à dire nom de chacune des expressions, et le et, en fait, entre A et B, devient en fait un ou. Ok. Alors est-ce que c'est vrai ce qu'il raconte De Morgan? En fait, c'est quelque chose que l'on peut facilement vérifier avec des tables de vérité. Par exemple, j'ai deux conditions A et B. Alors chaque condition ne peut être que vraie ou fausse. Donc en fait, avec deux expressions, je n'ai que 4 cas. Soit les deux sont fausses, soit il n'y a que B qui est vrai, soit il n'y a que A qui est vrai, soit A et B sont vrais. Voilà, c'est les 4 seules possibilités que je vais avoir. Ok, alors je vais essayer de faire ça comme ça, pour que ce soit plus clair. Ok, maintenant moi ce que je vais essayer de trouver dans les lois de De Morgan, c'est que je vais essayer de calculer la négation de A et B. Alors pour ça, je vais déjà calculer A et B. A et B, pas très dur à calculer, on vient de le voir. Hein. A et B est vrai seulement si A est vrai et que B est vrai. Dans tous les autres cas, je vais avoir faux. C'est la table du et. Ok. Et donc, je vais calculer directement non A et B. Alors non A et B, bah maintenant que j'ai A et B juste dans la colonne d'avant, non A et B, c'est tout simplement l'inverse de A et B. Tout ce qui est faux devient vrai, tout ce qui est vrai devient faux. Voilà, et j'ai non A et B. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder si j'arrive à retrouver, ça c'est ce que je vais essayer de retrouver, est-ce que je le retrouve avec l'expression équivalente que nous donne Auguste De Morgan. Alors pour ça, je vais y aller vraiment par étapes, je vais commencer par calculer non A. Alors non A, c'est quoi? C'est tout simplement, je prends A, et je prends, en fait, quand j'ai faux, ça devient vrai, quand j'ai vrai, ça devient faux. Donc faux devient vrai, faux devient vrai, vrai devient faux, vrai devient faux. Je vais calculer non B aussi. Alors non B, ben, je fais comme j'ai fait avec A, je prends la colonne de B, faux devient vrai, vrai devient faux. Donc première ligne, faux devient vrai, deuxième ligne, vrai devient faux, faux devient vrai, vrai devient faux. Ok, et maintenant j'ai plus qu'à calculer non A ou non B. Alors j'ai non A, ici, j'ai non B, ici, il suffit que je fasse un ou entre les deux. Alors qu'est-ce que c'est qu'un ou? Un ou, tout simplement, on a dit que c'était vrai quand au moins une des deux était à vrai, et le seul moment où c'était à faux, c'est quand les deux étaient à faux. Alors vrai ou vrai, ça fait vrai ou faux, et là j'ai faux tous les deux, c'est le seul moment où j'ai faux. Et je m'aperçois effectivement que Auguste de Morgan avait raison, hein, les deux parties jaunes indiquent exactement la même table de vérité, ça veut donc dire en fait qu'il y a égalité entre les deux expressions, puisque je suis parti en fait de toutes les expressions possibles que je pouvais avoir avec deux variables booléennes. J'ai tout testé, je suis arrivé sur la même équivalence, voilà, il y a donc égalité entre les deux.
Je pourrais faire exactement la même chose avec la deuxième, hein, mais ça serait vraiment très ressemblant. Voilà, ça peut être un petit exercice pour vous entraîner avec l'étape de vérité. Et on verra du coup que ces deux expressions, il y a bien équivalence entre les deux. Ok. Alors ça peut nous servir par exemple à simplifier des expressions. Parfois on a des choses complexes, et si on arrive à connaître des équivalences, on peut peut-être les mettre dans un sens ou dans l'autre. Ok, donc on va laisser pour l'instant Georges Boole et Auguste de Morgan dans leur 19e siècle, et on va revenir dans quelque chose de plus contemporain. On va revenir un petit peu maintenant dans le Python, et on va regarder un petit peu comment ça marche. On va commencer en fait simplement avec une condition simple, et cette condition simple, on va la faire évoluer vers quelque chose d'un petit peu plus complexe. Il y a encore quelque chose dont j'ai commencé à parler, mais je n'ai pas été jusqu'au bout de l'explication. On va avoir besoin de ce qu'on appelle une notion de bloc. La notion de bloc, en fait, elle va servir à quoi? Les instructions Python peuvent être regroupées en blocs, c'est-à-dire en fait tout simplement que c'est comme si je prenais une liste d'instructions et je mettais en fait une ficelle autour et je disais bon ça va ensemble. C'est un bloc. Elles vont se comporter ensemble. Un bloc est donc une instruction qui contient plusieurs instructions. À quoi ça va servir? En fait, tout simplement, si j'ai une structure conditionnelle, si j'ai quelque chose, alors je fais ça. Je vous ai dit qu'il faut que je sache aussi quand est la fin du bloc, c'est-à-dire quand est-ce que je reviens dans les instructions en fait exécutables tout le temps, pas plus en fonction de la condition. Alors je vous ai mis un petit exemple ici. Je veux par exemple if affichage égale true, c'est-à-dire que affichage est une variable booléenne, si affichage contient true, j'aimerais afficher je suis dans le bloc moi aussi, ok. Et dans tous les cas, c'est-à-dire que si j'ai demandé un affichage ou si j'en ai pas demandé, je voudrais écrire moi je n'y suis pas. Mais comment je vais faire la distinction en fait entre les deux lignes rouges qui disent les lignes rouges je les fais seulement si le if est validé, si la condition est validée, et la ligne noire je la fais dans tous les cas que le if soit validé ou non. Quelque part je suis obligé d'expliquer que la ligne noire en fait ne fait plus partie de la structure conditionnelle. Et c'est là que l'on va retrouver la notion de bloc en Python. Les instructions rouges constituent un bloc qui est affiché après le if, alors que l'instruction noire n'est plus dans ce bloc. Et Python est un langage en fait qui marque la différenciation sur les blocs avec l'indentation. C'est-à-dire que vous laissez en fait un espace avant chaque instruction qui contient le bloc. Par exemple, vous voyez que vous avez un if affichage égale true, ensuite vous avez deux points qui veulent dire maintenant je vais rentrer dans les instructions du if. Je décale la deuxième ligne, alors là j'ai mis une tabulation. La troisième ligne a aussi une tabulation, le deuxième print moi aussi, et vous voyez que le print qui suit n'a plus la tabulation, il est simplement revenu en fait en première colonne. Il est revenu en première colonne, ça veut dire tout simplement que le bloc s'est terminé, et que maintenant c'est de nouveau une instruction qui est disponible pour tout le monde. Voilà, donc on va regarder un petit peu comment ça marche, on va utiliser cet exemple-là en Python. Alors comment je l'utilise en Python? Je vais reprendre mon petit Jupyter Notebook. Mon petit Jupyter, je lui dis, voilà, je vais faire en fait une variable affichage dans laquelle je vais mettre true. Ok, je vais afficher quelque chose. Et je vais dire, voilà, si affichage égale true, alors c'est vraiment pour utiliser les opérateurs, hein, ici, pour affichage, si affichage égale true, qu'est-ce que je fais? Je print, par exemple, je suis dans le if. Je vais dire, moi aussi. Et vous voyez que ces deux lignes, en fait, je les ai fait précéder en fait une tabulation. Alors, un espace aurait suffi. Hein. C'est n'importe quelle combinaison d'espaces. Hein. Je pourrais faire, par exemple, avec un espace, ça marcherait aussi. Sauf que vous voyez que si jamais vous commencez avec un espace, ça veut dire que tout le bloc doit être indenté de la même façon. Ça veut dire que cette ligne-là, il faut que je l'indente aussi avec espace. Si jamais la première ligne, je l'indente avec une tabulation, vous voyez que la deuxième ligne, il ne sait plus en fait où il en est. Il faut que je l'aligne parfaitement aussi avec une tabulation. À partir du moment où une ligne a la même séquence de séparateurs devant que la ligne d'au-dessus, elle considère tout simplement qu'elle est dans le même bloc. Si jamais elle n'a pas de ligne au-dessus qui a les mêmes séparateurs, on va juste vous dire en fait que cette ligne ne sait pas en fait où se positionner. Ok. Et ensuite, je vais avoir une ligne à la fin qui dit, voilà, moi je n'y suis pas. Voilà, tout simplement. Et vous voyez que là, je suis revenu en fait en colonne 1, c'est-à-dire que je n'ai plus de tabulation, et donc je dis à Python, attention, le bloc se termine,
et cette ligne-là, elle est de nouveau utilisable par tout le monde. Ça veut dire que si je demande un affichage, je vais avoir « je suis dans le if », moi aussi, moi je n'y suis pas. Et si jamais je demande pas l'affichage, c'est-à-dire que l'affichage je le mets à false, ça veut dire en fait que cette condition-là n'est pas vraie. Affichage cette fois-ci n'est pas à true, mais il est à false. Donc ça veut dire que le bloc du if n'est pas réalisé, et je me retrouve donc, dès que je sors du bloc, quand je sors du bloc, la seule chose qui me reste à faire c'est print, moi je n'y suis pas, et c'est la seule phrase en fait qui s'affiche. Voilà. Donc si vous venez par exemple d'un langage comme par exemple le C, le C++ ou le Java, ou le C# aussi, eh bien la notion de bloc elle est plutôt marquée par des accolades ouvrantes, accolades fermantes. Je démarre un bloc avec une accolade ouvrante, je termine un bloc avec une accolade fermante. Ça peut être déstabilisant de passer en Python, mais c'est quelque chose auquel on se fait vite, hein, cette notion d'indentation. Et en plus, ça a l'avantage que, puisque Python joue sur l'indentation pour la notion de bloc, vous êtes obligé d'indenter correctement votre programme, et donc votre programme garde toujours en fait une bonne lisibilité. Voilà, donc ça peut être intéressant à ce niveau-là. Ok. Alors, pour l'instant, on a vu quelque chose que je qualifierais un petit peu d'un exemple. Soit il se passe quelque chose où je fais quelque chose, soit ça ne se passe pas et je fais rien. Bon, on pourrait profiter de cette notion de bloc pour dire, voilà, alors soit effectivement il se passe quelque chose et j'ai quelque chose à faire, ou alors la condition n'est pas vraie et je fais autre chose. C'est-à-dire que je provoque en fait un deuxième chemin qui me permettrait de passer par d'autres instructions. Ok. Donc, ce qu'il va me falloir, c'est pouvoir rebondir sur la condition qui ne serait pas vraie. Et en fait, vous allez voir que la programmation, finalement, se rapproche du langage humain, hein, puisque si jamais j'avais exprimé en fait en français ce genre de phrase, je dirais bah, s'il fait beau, je prends un parapluie, sinon sous-entendu, bah, il fait pas beau en fait, hein, sinon, bah, je prends une casquette, par exemple. Donc, on va pouvoir agir avec la même structure conditionnelle sur une condition vraie et sur une condition fausse. Pour cela, je vais juste ajouter en fait le petit mot-clé else. Et else, en fait, va aussi être suivi de 2 points. Les 2 points, je vous les rappelle, en Python, c'est tout simplement l'opérateur qui va dire il y a un bloc qui démarre. Ok, maintenant démarre un bloc, si vous voulez. Et de nouveau, je vais avoir besoin d'une indentation pour montrer cette notion de bloc. Ok. Alors je vous propose de travailler autour d'un petit exemple pour voir un petit peu comment tout ça, ça fonctionne. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais déclarer une variable entière contenant une valeur. Si cette valeur est paire, j'écris paire, sinon j'écris impair. Donc ça va m'obliger en fait à créer une condition qui peut être vraie, et donc du coup c'est paire, et si elle n'est pas vraie, eh ben, c'est forcément impair, puisque j'ai pas d'autre choix en fait lorsque je suis en train d'évaluer un entier. Ok. Alors on va essayer tout ça. Hop. Et on va dire, voilà, j'ai un nombre à évaluer. Par exemple, n égale 47. Ok. Je mets en place ma structure conditionnelle. Est-ce que n est pair? Alors comment est-ce qu'on peut savoir que n est pair? Alors, savoir qu'un nombre est pair, donc là 47, on sait assez facilement que n n'est pas pair, puisque savoir qu'un nombre est pair, c'est tout simplement que le chiffre des unités doit être égal à 0, 2, 4, 6 ou 8. Ok, j'ai pas d'autre choix. Il y a autre chose qui peut me servir pour savoir si un nombre est pair. Si jamais je divise un nombre pair par 2, en fait son reste va valoir 0. Alors ça veut dire tout simplement qu'un nombre pair est toujours multiple de 2, ou qu'un nombre pair est toujours dans la table de 2. Okay, ça veut dire que, bah voilà, si je divise n par 2 et que son reste est égal à 0, donc n modulo 2 est égal à 0, forcément n est pair. Et je vais l'écrire. Je vais écrire, voilà, print, le nombre est pair, else, 2 points, et je vais faire un print, le nombre est impair. Et encore une fois, si jamais je veux montrer que le programme se termine, eh bien je peux sortir du bloc en revenant à la colonne numéro 1 et écrire tout simplement ici programme terminé. Ce qui va donc, programme terminé, va donc s'écrire que le nombre soit pair ou que le nombre soit impair. Par exemple 47, le nombre est impair, programme terminé. Si je mets 44,
le nombre est pair, programme terminé. Ok. Donc vous voyez que de base, en fait, on me propose, alors Visual Studio Code me propose à chaque fois que j'utilise 2 points et que je tape entrée, il me décale d'une tabulation, mais je pourrais très bien le décaler en fait que d'un espace. Hein. Vous voyez que j'ai même pas forcément la même notion de décalage entre les deux blocs, c'est absolument pas grave. Hein. Alors, pas grave, disons, Python marche, mais visuellement, c'est quand même beaucoup plus intéressant d'indenter toujours de la même manière, parce que ça va donner en fait un côté très lisible à votre programme. Donc, tout ce qui peut améliorer la lisibilité, n'hésitez pas en fait à le garder dans votre programme. C'est quelque chose qui peut être très intéressant. Ok. Deuxième petit programme, cette fois-ci, en fait, on va reprendre le si et le sinon, et en plus, on va ajouter quelque chose d'un petit peu plus complexe. On va essayer de créer une condition un petit peu plus complexe. Donc on cherche ici à savoir si une année est bissextile, c'est-à-dire si une année contient un 29 février et a donc 366 jours. Alors comment je sais qu'une année est bissextile? Je vais demander une année à l'utilisateur, donc il va me demander, je vais arrêter le programme, je vais demander à saisir une année. Et pour qu'une année soit bissextile, il faut que soit elle soit multiple de 400, ok, soit elle soit multiple de 4, mais pas de 100. Donc l'un ou l'autre. Alors ça tombe bien, on avait vu un opérateur qui me permet de faire une condition ou une autre, c'était l'opérateur OR, l'opérateur ou logique. Ok, alors comment je vais écrire ce petit programme? C'est pas très compliqué, je vais tout simplement utiliser tout ce que je viens de dire jusqu'à présent. Alors je vais lire une année que me donne un utilisateur, donc je vais utiliser un input. Donnez-moi une année. Alors il faut que je fasse un petit peu attention, parce que si jamais j'écris ça comme ça, eh bien je vais me rendre compte que si jamais je lance l'année, alors en haut j'ai une petite box qui s'ouvre, hein, tout en haut au milieu, je vais rentrer par exemple 2025, je vais faire entrer, vous voyez que si je tape ça, vous voyez que ce que me ramène la fonction input, c'est du string, c'est de la chaîne de caractères. Or moi je vais devoir comparer en fait mon année à des données numériques, donc il ne faut pas que j'oublie de convertir la chaîne de caractères qui est ramenée par le langage en un entier pour que l'année en fait soit convertie en int, integer et donc donnée entière. Ok, donc là maintenant mon année est une année numérique. Ok, je vais pouvoir la comparer. Alors quand c'est que c'est une année bissextile? Lorsqu'elle est multiple de 400. Ok, alors multiple de 400, je vais utiliser l'opérateur modulo que l'on a vu tout à l'heure. Multiple de 400, ça veut dire que si l'année, je la divise par 400, eh bien le reste doit être égal à 0. Donc soit cette année est multiple de 400. Ok, première chose. Ok, soit elle est multiple de 4, mais pas de 100. Alors je vais isoler déjà cette condition. Donc soit elle est divisible par 400, ou alors, or, il y a une deuxième variante, ou alors, soit elle est divisible par 4, et elle n'est pas divisible par 100. C'est-à-dire que si je la divise par 100, par contre, là, j'ai pas 0. Alors, hop. Qu'est-ce que j'ai fait? Petite erreur. Ah oui, j'ai écrit et. Ouais, ça c'est l'algorithme, ça. Ok, end. Ok, ça marche. Donc soit l'année est divisible par 400, ou alors l'année est divisible par 4, mais dans ce cas-là, elle n'est pas divisible par 100, et là, je suis sur une année bissextile. Et sinon, sinon, c'est que si cette condition n'est pas vérifiée, eh bien, je suis sur une année non bissextile. Voilà. On essaye. Donc 2025, normalement, ne devrait pas être bissextile. Année non bissextile. Alors, qu'est-ce qui devrait être bissextile? 2024 devrait l'être. 2024, c'est une année bissextile. Ok. 2000 devrait être une année bissextile. Ok. Mais 1900 ne devrait pas l'être, puisque 1900 est divisible par 4, mais 1900 est aussi divisible par 100, donc 1900 ne doit pas l'être.
Ok, donc ça fait un bon petit résumé. On a un OR, on a un AND et on a aussi des opérateurs. On a 3 conditions en fait qu'on essaie de jumeler. Autre chose que je n'ai pas dit, en logique, en fait, il n'y a pas de priorité opératoire entre le OU et le ET. C'est-à-dire que si jamais vous voulez mélanger des OU et des ET, vous avez intérêt, en fait, à mettre des parenthèses en place pour dire ce que vous voulez faire en priorité. Moi, c'est d'abord ce ET que je veux faire, et une fois que le ET a été fait, ensuite on combine le OR avec tout ça. Si jamais j'enlève cette parenthèse-là et que je laisse simplement ma condition comme ça, eh bien, je ne suis pas sûr de savoir, en fait, vous voyez que Python, ça ne lui pose pas de problème, mais je ne suis pas sûr, en fait, de ce qu'il va évaluer en premier. Est-ce qu'il va faire le OR d'abord et le AND après, ou est-ce qu'il va faire le AND d'abord et le OR après? Si jamais vous faites l'étape de vérité là-dessus, vous allez vous apercevoir, en fait, que on n'est pas toujours, en fait, raccord, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout, on n'est pas toujours, en fait, on n'arrive pas sur les mêmes résultats. Ok. Ça marche. Donc on sait déterminer si une année bissextile, ça marche. Ok. Alors, encore une petite extension de ce que je voulais vous montrer au niveau des structures conditionnelles. On arrive maintenant sur une structure conditionnelle où on aimerait pouvoir rebondir en fait sur le else. Alors qu'est-ce que je veux entendre par là? Tout simplement de dire, j'ai un sinon, mais quand je suis dans le sinon, j'aimerais pouvoir repartir sur une nouvelle condition. C'est-à-dire, voilà, je teste, si j'ai ça, alors je fais ça. Sinon, sinon je suis encore dans plusieurs cas. Sinon, si j'ai ça, je fais ça. Et sinon, je fais encore autre chose. Donc en gros, j'essaie d'imbriquer en fait des structures conditionnelles dans des structures conditionnelles existantes. Ok. Alors, comment est-ce que ça marche? Tout simplement, je vais pouvoir utiliser plusieurs choses. Alors ici, ce que je vais utiliser, c'est une instruction qui s'appelle elif, E-L-I-F, qui est en fait la concaténation de else et if. Alors ça marche comme un else, c'est-à-dire que ça se déclenche quand la condition qui est dans le if n'est pas vraie, mais ça permet en même temps de rebondir directement sur une nouvelle condition, ce que ne permet pas le else. Le else, ça veut dire, si jamais je suis dans l'autre cas, ou un cas pas encore géré jusqu'à maintenant, tous les autres cas pas gérés vont tomber en fait dans le else. Ok. Donc ça, on n'est pas tout à fait sur la même chose. Alors par exemple, je vous ai donné un petit exemple. On va essayer de voir avec l'âge. Imaginons que je veux donner en fait un qualificatif à une personne en fonction de son âge. Alors si l'âge est inférieur à 18, je lui affiche qu'elle est jeune. Ok. Elif. Alors elif se déclenche si jamais l'âge n'est pas inférieur à 18. Donc si l'âge est supérieur à 18. Elif, je vérifie si l'âge est supérieur à 70. Et si l'âge est supérieur à 70, je vais lui dire qu'il est vieux. Voilà. Et le else, qu'est-ce qu'il veut dire? Le else, tout à la fin, il veut dire je ne suis tombé dans aucune des conditions au-dessus. Ça veut dire que la personne n'a ni en dessous de 18 et ni au-dessus de 70. Donc elle a un âge qui est compris entre 18 et 70. Et dans ce cas-là, je vais lui dire en fait qu'elle est un adulte. Alors là, par contre, l'ordre reprend ses droits, c'est-à-dire que toutes les conditions sont exécutées dans l'ordre, et le else final veut tout simplement dire que je ne suis rentré dans aucune des conditions au-dessus. Alors je vous propose juste de reprendre cet exemple-là, et on va ajouter aussi les états d'enfant, d'ado et de bébé dans ce test, pour utiliser un petit peu plus de elif. Ok. Alors je vais juste reprendre mon Jupyter Notebook. Voilà, on arrive pratiquement au bout. Donc l'utilisation des conditions multiples. Je vais récupérer l'âge de la personne avec un input. Puisque l'âge est aussi numérique, si l'âge est numérique, évidemment, je vais avoir besoin de transcoder également ma chaîne de caractères en entier pour pouvoir agir en fait sur un entier et faire mes calculs. Maintenant, je vais essayer de faire des conditions sur l'âge. Donc on dit tout simplement que si l'âge est inférieur à 3, on va écrire à la personne que c'est un bébé, par exemple. Okay. Et là, j'arrive dans un elif. Elif, ça veut dire que si j'arrive ici, eh bien, l'âge n'est pas inférieur à 3. Donc je suis obligatoirement sur quelqu'un qui a un âge supérieur à 3. Ok, donc je vais dire que l'âge ici est inférieur à 12. Sous-entendu,
puisqu'il n'est pas là-dedans, je suis supérieur à 3, donc quand j'arrive ici, l'âge est supérieur à 3 et inférieur à 12. Et ici, je vais dire à la personne, en fait, que c'est un enfant. Ok, elif, je vais ajouter âge inférieur à 18. Ça veut dire que si je ne suis pas tombé là-dedans, ça veut dire que l'âge n'est pas inférieur à 12. Ça veut dire que je suis en face d'une personne qui est supérieure à 12. Donc ça veut dire ici que je suis sur une personne qui est supérieure à 12 et inférieure à 18. Je récupère donc ici un ado. Ok. Ensuite, elif. Si je ne suis pas tombé dans le inférieur à 18, c'est que je suis sur une personne qui a un âge forcément supérieur à 18. Et donc tout simplement ici, je vais dire que si l'âge est inférieur à 70, je vais mettre ici print si je suis en présence d'un adulte. Et je vais enfin terminer avec mon else. Else, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'âge n'était pas inférieur à 3, il n'était pas inférieur à 12, il n'était pas inférieur à 18, il n'était pas inférieur à 70. J'en déduis que l'âge est forcément supérieur à 70. Et ici, je vais tout simplement dire print vieux. Voilà, je vais lancer mes éléments, je vais tester. Voilà, quelqu'un de 2 ans, c'est un bébé, ça marche. Quelqu'un de 7 ans, c'est un enfant. Quelqu'un de 15 ans, c'est un ado. Quelqu'un de 45 ans, c'est un adulte. Quelqu'un de 94 ans, c'est un vieux. Ok, ça marche. Ça marche donc. Conditions multiples. Hein. Je teste une condition et avec le elif, contraction de else if, eh bien je teste le cas si la première condition n'est pas vraie et je rebondis directement sur une nouvelle condition. Et ça, vous pouvez les faire à l'infini. Alors, il n'y a pas de, à ma connaissance, il n'y a pas de structure switch case en Python, mais avec une structure elif, vous pouvez parfaitement la remplacer. Ok, donc on en a terminé de faire de la discrimination sur l'âge. On va essayer de voir si on peut encore traiter un problème complet. On va terminer tout simplement cette vidéo en prenant un exemple complet qui va regrouper tout ce que l'on a vu. On va essayer de regrouper des conditions, on va essayer de les regrouper avec des opérateurs, et ou et non. On va essayer de travailler sur des variables booléennes qui valent vrai ou faux. Et pour cet exemple-là, je vais vous proposer tout simplement d'essayer de voir si des clients pourraient être intéressés par un certain type de véhicule. Ok. On va demander des informations sur une voiture. Alors, on va demander l'année de la voiture, donc l'année de la première immatriculation. On va demander le kilométrage de la voiture. On va demander le prix de la voiture. Et on va demander l'état du véhicule. Alors, l'état du véhicule, on va juste garder bon ou mauvais. Comme il n'y a que deux valeurs, on va garder tout simplement ça sous forme booléen. Bon égale true, mauvais égale false. Ça va marcher très bien. Donc une voiture intéressera un client si le prix est inférieur à 10 000 et que l'état est bon. Ou alors, ou entre les deux propositions, le prix est supérieur à 10 000, l'état est bon, le kilométrage est inférieur à 100 000 et le véhicule a moins de 3 ans. Ok, donc là en fait on va s'apercevoir qu'on a plein de choses à tester. Et on va essayer en fait de mettre tous ces éléments bout à bout. On va y aller vraiment étape par étape. Première chose, il faut que j'arrive à livrer les 4 éléments, l'année, le kilométrage, le prix et l'état du véhicule. Ok, je vais prendre ça. Donc la première chose qu'il faut que je fasse, c'est que je vais lire l'année. Donc l'année, je vais demander l'année à une personne. Donner l'année du véhicule. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut le kilométrage. Kilométrage. Allez, je vais aller un petit peu vite. C'est toujours la même chose. Hein. Je vais demander donner le nombre de kilomètres. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut que je demande encore? Il faut que je demande le prix. Alors le prix, j'avais dit que c'était un double, donc cette fois-ci, je vais le caster en float pour que je puisse mettre un nombre à virgule. Hop. Donner le prix. Voilà. Et la dernière chose, c'était l'état. Alors l'état, je vais avoir un petit peu du mal à gérer directement un booléen.
Mais je vais faire une petite transformation. Donner l'état du véhicule. Voilà, donc je vais juste récupérer en fait une chaîne de caractères dans l'état. Et je vais dire tout simplement si l'état... comment je vais faire ça? Alors je vais considérer par défaut que l'état est mauvais. État. Que l'état du véhicule est mauvais. Et si jamais l'état qu'on me donne indique bon, dans ce cas-là, l'état, je vais le mettre à true. Voilà. Donc là, j'ai une lecture. Hein. Les trois premiers ne posent absolument aucun problème. Je lis l'année, le kilométrage, le prix. Je le transforme dans le bon type. L'année, le kilométrage en entier. Le prix en nombre réel, donc nombre à virgule. Et l'état txt, je vais juste lire en fait un libellé que va me taper l'utilisateur. Et si jamais cet état c'est bon, BON, je vais tout simplement mettre l'état du véhicule à true. Ok. Et ensuite, qu'est-ce que ça me dit? Alors, hop. Ça me dit, une voiture intéressera un client si le prix est inférieur à 10 000 et que l'état est bon. Ok, donc if prix inférieur à 10 000, 3, and état égale true. Dans ce cas-là, bah, je vais afficher que le véhicule est intéressant. Véhicule intéressant. Ok. Else. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Alors sinon, j'ai encore un véhicule intéressant. Si le prix est supérieur à 10 000, alors il faut que l'état soit bon, le kilométrage est inférieur à 100 000 et le véhicule a moins de 3 ans. Ok, donc je vais prendre tout ça en considération. Donc je vais rebondir sur un elif et je vais dire en fait, si le prix est supérieur à 10 000, ok, donc la voiture est un peu plus chère, mais dans cet état-là, il faut que l'état soit bon. Il faut aussi que les kilométrages soient inférieurs à 100 000 pour que ce soit un véhicule intéressant. 100, 1, 2, 3. Et qu'est-ce qu'il faut aussi? Il faut que le véhicule ait moins de 3 ans. Donc je vais dire tout simplement, je donne en 2025, moins 2025 moins l'année. Ça, il faut que la différence soit inférieure ou égale à 3. Et dans ce cas-là, le véhicule est aussi intéressant. Et sinon, c'est que je suis dans aucun des cas au-dessus. Et dans ce cas-là, eh bien, je suis dans le cas où mon véhicule n'est pas intéressant. Ok, on essaye. Donc, pour rentrer dans le premier, il faut que le prix soit inférieur à 10 000 et que l'état soit bon. Donc, l'année, par exemple, je vais dire 2024, voiture récente, kilométrage 120 000, prix 9 999, et je vais dire que je suis en bon état, le véhicule est intéressant. Ok. Dans la deuxième, il faut que le prix soit supérieur à 10 000, que l'état soit bon, que le kilométrage soit à moins de 100 000 et que je sois à moins de 3 ans. Donc, je vais mettre 2023. Le kilométrage, il faut que je vais mettre du 90 000 km, de 3. Le prix, je vais mettre 12 000, 1, 2, 3. Et l'état doit être bon, donc il faut que je mette qu'il soit bon. Le véhicule est toujours intéressant, cette fois-ci je suis rentré en fait dans le deuxième if. Alors je vais essayer tout simplement encore une fois de faire un véhicule qui n'est pas intéressant cette fois-ci. Alors un véhicule pas intéressant, c'est un véhicule qui est trop vieux, c'est-à-dire je vais mettre 2012 par exemple. Là, même si je vais le mettre à 12 000 €, voilà. L'état, non ça c'est quoi le prix? Et l'état du véhicule, je vais mettre mauvais. Alors ça ne sert à rien que je mette mauvais, hein. C'est juste à partir du moment où j'ai pas bon, que de toute façon je vais avoir false. Et là j'ai un véhicule qui est pas intéressant. Voilà. Donc l'idée en fait de ce petit, alors c'est un petit exercice un peu artificiel, mais ça nous a permis en fait de revoir plein d'éléments que l'on avait vus.
les différents opérateurs de comparaison, supérieur, égal, les différents opérateurs qui permettaient, les opérateurs logiques, hein, le et en l'occurrence, et on a recréé une boucle if, elif. Ok. Alors on peut se dire, on peut peut-être encore faire mieux, on pourrait se dire, voilà, le véhicule il est intéressant ici, il est aussi intéressant là. Donc si on est dans le premier cas ou dans le deuxième, eh bien le véhicule est intéressant. Ce que je pourrais faire comme ça, je pourrais mettre en fait entre parenthèses ma première condition, je pourrais mettre entre parenthèses ma deuxième condition, récupérer cette deuxième condition et dire voilà, soit la première condition est vraie, soit la deuxième, pour dire tout simplement que le véhicule est intéressant. Ça marcherait pareil, hein, c'est tout simplement, on aurait les mêmes conditions et on aurait en fait les mêmes valeurs de sortie. Voilà. Je crois qu'on a tout dit sur ce sujet. On a terminé avec un beau petit exemple. Et donc, en fait, on a fait un tour des structures conditionnelles. Bon, on a fait un survol des structures conditionnelles et on a vu un petit peu les variantes que l'on pouvait retrouver en Python. On a fait quelques exemples pour voir comment tout ça fonctionne, pour prendre la main un petit peu sur cette structure et notamment sur cette notion de bloc. Alors, cette notion de bloc, elle peut vous dérouter encore un petit peu si vous venez d'autres langages de programmation. À ma connaissance, il n'y a que Python en fait qui utilise la notion d'indentation pour les blocs. Mais en y réfléchissant, c'est pas une mauvaise idée, puisqu'effectivement, ça vous oblige à présenter correctement les programmes. Et donc, ça fait que les programmes sont très lisibles, on peut facilement les faire évoluer, on comprend exactement où sont les différentes ruptures. Voilà. Alors, cette première étape, tout simplement, des structures conditionnelles, va nous permettre justement d'écrire des programmes plus flexibles. Le programme va pouvoir faire des choix, même si on a bien compris que en termes de choix, il est plutôt limité, puisque c'est vraiment le développeur qui va devoir lui suggérer ce qu'il doit évaluer. Et lui, il va juste faire une évaluation, voir si c'est vrai ou si c'est faux, et il va passer dans une branche ou dans une autre. Ok. Alors, qu'est-ce qui nous manque encore? Eh bien, pour rendre notre programme encore plus flexible, ce qui va nous manquer, c'est une structure qui découle un petit peu de la structure conditionnelle, qui est la structure de boucle. Pourquoi elle découle? Tout simplement parce que la structure de boucle va s'appuyer, elle aussi, sur les conditions. L'idée de la boucle va être tout simplement de pouvoir répéter des instructions. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ça veut dire qu'au lieu d'écrire nous-mêmes 1000 fois l'instruction, on va simplement dire à l'ordinateur, voilà une instruction, répète-la 1000 fois, refais 1000 fois la même chose. Et donc ça va nous permettre à nous d'écrire beaucoup moins de code et de donc utiliser la puissance de calcul de l'ordinateur qui lui va réaliser rapidement les différentes tâches. Pourquoi on va retrouver cette notion de condition dans les boucles? Parce qu'effectivement, on va lui dire de répéter jusqu'à ce qu'il soit dans un certain état ou jusqu'à ce qu'un événement soit arrivé. Et donc, on va retomber sur cette condition qui doit être vraie ou fausse. Répète tant que c'est vrai. Répète jusqu'à ce que ce soit vrai. Voilà. Donc, si vous avez bien compris la notion des conditions au niveau de la structure conditionnelle, eh bien, je pense que le chapitre des boucles ne devrait pas poser de problème, et il fera l'objet d'ailleurs de la prochaine vidéo sur Python. À bientôt!